Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news très intéressantes cette semaine-ci, avec notamment le fait que Microsoft va étendre le support de Windows 10 pour un an supplémentaire, donc jusqu'à octobre 2027. Ça, c'est une très bonne news selon moi. Nous avons la Steam Machine qui est sortie officiellement avec un prix qui fait assez mal. Mais à côté de ça, nous avons aussi SteamOS qui a été mise à jour et ça, c'est une très bonne news. GTA 6 aussi qui est sorti en précommande à plus de 80 €. Mais il y a toutefois quelque chose à dire d'assez important par rapport à ça. Les ventes de consoles qui sont en train de chuter. Bon, peut-être que GTA 6 va améliorer ça, il faudra voir. Ensuite, on a des énormes augmentations de prix chez Apple ainsi que certains constructeurs de consoles. La puce G3 Extreme qui a été testée officiellement. FSR 4.1 qui est sorti pour les RX 7000, donc ça c'est aussi une très bonne news. Et plein d'autres petites news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite. Et on va commencer par une news assez importante, c'est que ce Texama Show est enregistré et édité entièrement sur Linux. Et oui, ça fait un petit moment que je travaille sur le fait de faire un petit challenge Linux où je passe au minimum une semaine entièrement sur Linux. Donc je fais mes vidéos, je les enregistre, je les édite, je fais tout mon travail normal entièrement sur Linux. Et ça a pris un petit peu de temps à mettre en place parce que notamment, le plus important, c'était mon programme d'édition vidéo qui est DaVinci Resolve. Il existe sur Linux, c'est juste qu'il existe sur une version très spéciale de Linux que personne n'utilise basiquement. Et du coup, ça a pris un petit peu de temps d'arriver à le configurer sur un PC et de le faire fonctionner. Là, pour information, alors je vais faire une vidéo complète sur ce challenge Linux, mes problèmes, ce qui marchait bien, comment Linux a aussi évolué depuis la dernière fois que j'ai justement essayé de l'utiliser pleinement. Donc ça, vous aurez une vidéo complète. Mais juste pour information, je suis sur Byte 44 avec un GPU Nvidia, ce qui est assez important, notamment pour DaVinci Resolve. Et jusqu'à maintenant, tout marche plutôt bien. Ça n'a pas été parfait, évidemment. Il y a eu quelques petites accroches par-ci, par-là. Je sais que Bazzite, bon, selon moi, Bazzite marche plutôt bien, mais il y a d'autres distributions qui pourraient être encore mieux. Je sais qu'il y a les pro Linux qui vont directement aller dans les commentaires et dire « T'aurais dû utiliser ça, t'aurais dû utiliser ci ». Mais dans tous les cas, je suis sur Bazzite actuellement et c'est la première vidéo que j'enregistre et que j'édite dessus. Donc, ma foi, on verra bien s'il y a des problèmes au niveau du rendu ou autre chose. Tenez-en compte, ça vient peut-être de là. Et je pose la question d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés, voulez-vous que je fasse un tuto d'installation pour Bazzite? Parce que j'ai enregistré justement l'installation sur ce PC-là. Donc j'ai plein d'images pour justement illustrer un tuto d'installation. J'ai aussi installé sur un ordinateur portable. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc je me suis amusé basiquement à l'installer sur un maximum d'appareils pour juste voir ce que ça donne, voir les problèmes que j'avais sur l'un ou l'autre appareil. Et donc je pense que je suis assez bien informé, on va dire, pour faire un petit tuto d'installation pour justement permettre à certaines personnes qui regardent cette vidéo de peut-être justement essayer Bazzite. Peut-être des personnes qui justement sont coincées sur Windows 10 et ne veulent pas passer à Windows 11. C'est tout à fait possible. Mais bon, il y a aussi le fait que, évidemment, il y a une news comme quoi SteamOS 3.8 arrive et ça, évidemment, je vais regarder à le mettre sur un PC et voir ce que ça donne également. Et ça, je ferai certainement aussi un tuto. Donc, ma foi, dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions, juste des remarques par rapport à ce challenge Linux, vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires parce que je viens juste de commencer. Donc, si vous avez des remarques intéressantes, des choses que je devrais peut-être tester aussi, vous pouvez me le dire justement dans les commentaires. En attendant, on va commencer vraiment ce Tech Sama Show. Et d'ailleurs, mon Stream Deck fonctionne. J'ai réussi à faire fonctionner le Stream Deck. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si je change de scène, vous pouvez voir où est la capture OBS. Ça fonctionne. C'est assez important. La première news de la semaine, c'est le fait que Windows 10 va avoir un an de répit supplémentaire. Parce que sur le site officiel de Microsoft, vous pouvez voir, on est sur microsoft.com, sur la page justement qui parle du support additionnel de Windows 10, vous pouvez voir que Microsoft a mis à jour pour indiquer que le support serait jusqu'à le 12 octobre 2027. Le support officiel de Windows 10 est arrêté en réalité depuis le 14 octobre 2025. C'est juste que Microsoft, avec chaque version de Windows, a un programme qui s'appelle le Extended Security Update ou ESU, et ça permet de tout simplement offrir davantage de mises à jour de sécurité, donc pas des mises à jour fonctionnelles ou qui rajoutent des choses jolies. C'est pure sécurité ici pour des PC qui ne seraient pas compatibles avec une nouvelle version de Windows, pour juste laisser un petit peu plus de temps à ces personnes-là. Et surtout laisser un peu plus de temps aux business qui sont encore coincés sur Windows 10. Sauf que ce support normalement était de maximum 1 an pour monsieur tout le monde. Mais pour les business, il peut aller jusqu'à 3 ans supplémentaires. Et c'est ça que moi-même et d'autres personnes on peut le dire que c'était un petit peu salaud de la part de Microsoft de seulement offrir 1 an pour le grand consommateur, mais d'aller jusqu'à 3 ans pour les business. Les mises à jour de sécurité
sécurité sont là, ils les font, ils pourraient juste les donner à tout le monde. Eh bien, visiblement, ils sont revenus un petit peu en arrière là-dessus parce qu'ils nous offrent justement du support jusqu'à octobre 2027. Donc là, ça fait 2 ans. Pas les 3 ans qui techniquement font. Voilà, ils pourraient encore améliorer les choses, mais maintenant on a 1 an supplémentaire. Donc tous les PC qui ne sont pas compatibles avec Windows 11, et c'est énormément de PC parce que c'est tous les PC qui n'ont pas une puce TPM 2.0, vont pouvoir continuer de fonctionner pleinement jusqu'à octobre 2027. Évidemment, quand le support arrive à sa fin, les PC continuent de fonctionner, hein. Pour ceux qui se demandent, le PC va pas juste s'arrêter et va dire oh non, la fin du support est arrivée, tu dois changer de PC. Non, il continue de fonctionner, c'est juste que vous n'aurez plus de mise à jour de sécurité. Certaines personnes vont être en mode oh, quel est le problème derrière? Et honnêtement, si vous faites que jouer à des jeux vidéo, ce genre de choses, c'est pas non plus le plus grave. Mais si vous faites par exemple du banking, si vous avez accès à votre adresse mail, peut-être même une adresse mail professionnelle ou autre chose, avoir un PC qui n'a pas les mises à jour de sécurité, pas le meilleur. Évidemment, au tout début, ça ne va rien changer, mais au fil des semaines ou des mois, il va y avoir des failles de sécurité qui vont certainement être trouvées et certainement être exploitées justement pour poser des problèmes dans Windows 10. Donc, avoir les mises à jour de sécurité, ça ne fait quand même vraiment pas de mal. Et du coup, comment avoir les mises à jour de sécurité pour ceux qui se demandent? Vous devez avoir un compte Microsoft de connecter à votre installation Windows 10. Donc, ça, c'est déjà un premier problème selon moi parce que pas tout le monde en a un. Donc, c'est-à-dire que techniquement, si vous êtes sur Windows 10 et que vous n'avez pas de compte Microsoft associé, ben, vous n'avez pas de mise à jour de sécurité normalement. Et puis après, vous devez activer la synchronisation de paramètres. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez justement accès aux mises à jour. Et c'est justement ce qu'ils indiquent ici. Combien ça coûte? Comme ils le disent, ça ne coûte rien si vous activez la synchronisation des paramètres Windows et que vous avez un compte Microsoft de connecté. Vous pouvez aussi payer avec des Microsoft Reward Points, quelque chose que, voilà, je ne pense pas que beaucoup de gens ont, ou vous pouvez payer 30 $. Oui, donc oui, si vous ne voulez pas connecter un compte Microsoft, vous pouvez sortir la carte de crédit, je suppose. C'est sûr et certain que ce changement vient du fait aussi que le prix de la RAM coûte extrêmement cher et donc c'est très compliqué d'acheter un nouveau PC pour la plupart des gens. Et c'est basiquement la seule solution pour beaucoup de personnes qui n'ont pas un PC compatible avec Windows 10. Donc oui, ma foi, merci Microsoft, même si c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire dès le début. Et ma foi aussi, on verra bien d'ici 2027 s'ils vont peut-être encore étendre d'1 an si la crise de la RAM ne s'améliore pas. Ensuite, nous avons la Steam Machine qui est enfin sortie, qui est disponible pour la modique somme de 1039 € pour la version 512 Go. Et si vous voulez la version avec une manette, parce qu'il n'y a pas de manette incluse, ce sera 1108 €. La version 2 Tera vous coûtera la modique somme de 1359 €. Et si vous rajoutez encore une fois une manette, ce sera pour 1428 €. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais le prix est clairement abusé. C'est beaucoup trop cher par rapport aux consoles actuelles ou même par rapport à un PC que vous pouvez monter par vous-même. Surtout quand on voit la liste de composants que je vais parler après. Mais c'est évidemment dû au fait aussi que nous avons énormément de problèmes au niveau de la RAM et des SSD qui sont extrêmement chers. Ce qui fait que cette Steam Machine, probablement, oui, Valve se fait toujours une marge dessus, mais la marge ne doit pas non plus être incroyable. Il y a certainement aussi le fait qu'ils ont mis un prix assez élevé pour juste garantir qu'ils allaient pouvoir avoir de la RAM et des SSD pour cette console et que derrière, oui, peut-être qu'il aurait pu la sortir pour, je sais pas moi, 900 €, mais qu'ils n'auraient pas pu garantir ce prix très longtemps parce que, encore une fois, c'est compliqué de se fournir en RAM et en SSD. Dans tous les cas, pour ceux qui se demandent ce que ça donne au niveau spec, nous avons un processeur Zen 4 qui a 6 cœurs 12 threads. Nous avons une carte graphique RDNA 3.0, c'est basiquement une RX 7600M pour ceux qui se demandent, avec 28 CU. Et on a 16 Go de RAM ainsi que 8 Go de mémoire vidéo. Et on peut aller, comme j'ai dit, jusqu'à un SSD de 2 Tera. Tenez compte en réalité que la RAM système, en tout cas pas la RAM vidéo, est accessible, ainsi que le slot SSD. Donc vous pouvez les mettre à jour par vous-même, vous pouvez rajouter plus dans le futur, qui est évidemment une bonne chose. Mais à tel prix, pour de tels specs, c'est dur de justifier justement cette Steam Machine. Surtout qu'il y a des tests qui sont sortis, et je vous rappelle que Valve avait promis de la 4K 60 FPS. Et oui, certainement, vous pouvez faire du 4K 60 FPS dans des vieux jeux, avec une telle config, mais vous n'allez jamais faire du 4K 60 FPS dans un jeu récent. C'est juste pas possible. Donc dans tous les tests qui sont sortis, cette Steam Machine est clairement en retrait par rapport à la plupart des PC gaming qui existent. Au niveau puissance GPU, pour information, elle se positionne pas très loin d'une RTX 5050, donc même en dessous d'une 5060.
Donc oui, c'est clairement un PC entrée de gamme au final, mais à un prix qui est clairement pas entrée de gamme. Mais du coup, vous allez me dire quel est l'intérêt de la Steam Machine? Pourquoi autant de gens l'ont précommandé? Parce que visiblement beaucoup de gens l'ont précommandé. Bien, le premier avantage, c'est qu'elle supporte l'HDMI CEC. L'HDMI CEC, c'est ce qui fait qu'une console est meilleure qu'un PC gaming bien souvent quand vous la raccordez à une TV. Parce que ça permet d'allumer la TV ou d'éteindre la TV à travers la console. Le CEC, c'est tout simplement un protocole de communication sur justement le port HDMI. Sauf que le CEC requiert un contrôleur dédié pour justement gérer ça et utilise même un pin du câble HDMI qui n'est même pas raccordé sur les cartes graphiques grand public. Ça veut dire que Nvidia et AMD ne pourraient jamais rajouter le support du CEC sans justement rajouter un contrôleur supplémentaire. Vous pouvez acheter des petits contrôleurs qui se mettent entre votre PC et la TV pour rajouter justement le support du CEC, mais tenez compte que bien souvent il ne supporte pas l'HDMI 2.1, donc vous êtes limité à du 4K 60 fps, qui pour certaines personnes n'est pas un problème, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et cette solution-là n'est pas non plus parfaite non plus. Donc ça, c'est un des gros avantages justement de cette Steam Machine, le support directement natif du CEC. Un autre avantage, c'est que cette Steam Machine est assez petite et silencieuse. Elle est juste en dessous de 4 litres pour information, donc c'est un PC assez compact. J'ai déjà pu faire des PC très compacts sur ma chaîne, si vous savez. D'ailleurs, le PC que j'utilise pour faire cette vidéo est un de ces PC très compacts que j'ai fait, qui fait à peine 5,5 litres, avec une RTX 4070 Ti Super. Et même ce PC-là, qui est très compact pourtant, reste plus gros justement que la Steam Machine. Donc pour certaines personnes, c'est un avantage justement. Vous pouvez vraiment la mettre dans un meuble TV, ça prend pas beaucoup de place, ça chauffe pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de bruit. C'est basiquement une console, mais en réalité, c'est un PC. Et le dernier avantage, évidemment, c'est SteamOS. Certaines personnes veulent passer justement à Linux. Et là, vous avez une boîte qui arrive préconfigurée, vous n'avez rien à faire, ça fonctionne directement. Et pour beaucoup de personnes, ben, c'est un énorme avantage. Maintenant, même si cette Steam Machine coûte très cher et n'est pas pour beaucoup de gens, il y a toutefois une très bonne nouvelle qui arrive avec elle, et c'est le fait que SteamOS a été mise à jour vers sa version 3.8. La version 3.8, justement, SteamOS, ils ont rajouté le support bêta pour des GPU dédiés AMD. Pas juste des consoles mobiles, comme il avait déjà le cas avec la ROG Ally et la ROG Ally X et tout ça, mais ici vraiment le support de GPU dédié AMD, c'est-à-dire le support officiel de PC fixe avec une config full AMD. Donc si vous avez un CPU AMD et un GPU AMD, vous pouvez maintenant installer cette version 3.8 de SteamOS et ça devrait plutôt bien fonctionner. Ce qui est logique aussi parce que la Steam Machine est basiquement un PC full AMD aussi. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ce n'était pas forcément possible avant, c'était dû au fait que SteamOS était conçu pour les consoles portables, donc notamment le Steam Deck. Et le Steam Deck a des limites de consommation. Et ces limites de consommation pouvaient affecter justement un PC fixe quand on mettait avant les anciennes versions de SteamOS dessus. Mais maintenant avec SteamOS 3.8, si vous le mettez sur un PC fixe, vous n'aurez plus ce problème-là. Et en toute logique, vous aurez les full performances de votre PC. Alors évidemment, ça marchera mieux avec un PC qui est le plus similaire possible à la Steam Machine. Donc notamment si vous avez une RX 7000, c'est ce qui fonctionnera certainement le mieux avec un CPU Zen 4. Donc ce serait un Ryzen 7000 pour ceux qui se demandent. Mais rien n'empêche d'avoir un Ryzen 9000 et même une RX 9000 derrière. Et du coup d'avoir une bien meilleure Steam Machine pour pas très loin du prix, on va être très honnête. Donc même si vous ne pouvez pas acheter une Steam Machine, avec l'arrivée de SteamOS 3.8, on va voir arriver certainement pas mal de Steam Machines non officielles qui arriveront même avec certainement SteamOS préinstallé. Et une news qui va de pair et qui est très importante, c'est que dans une interview, un ingénieur de Valve qui s'appelle Pierre-Loup Griffet apparemment a indiqué qu'ils étaient en train de travailler sur le support de GPU Nvidia et qu'ils travaillaient main en main justement avec Nvidia justement pour ajouter le support sur SteamOS de GPU Nvidia. Ce qui veut dire que dans une prochaine version de SteamOS, on pourrait même avoir le support pleinement d'un PC avec un CPU AMD, même peut-être un CPU Intel, et surtout un GPU Nvidia. Et ça, c'est assez important parce que la plupart des gens ont des GPU Nvidia dans leur PC. C'est-à-dire que la plupart des gens ne peuvent pas passer sur SteamOS, même s'ils le veulent. Donc là, évidemment, rajouter le support d'Nvidia, même si Valve ne fait pas, eux, officiellement, une console ou un PC avec un GPU Nvidia, est très important parce que ça permettra de tout simplement supporter bien plus de PC. Et c'est le but à long terme de Valve.
On le sait très bien. Ils ont sorti le Steam Deck en premier parce que c'était un marché un petit peu niche qui méritait justement d'avoir quelque chose d'unique, comme justement Linux sur une console mobile. Ils ont évidemment amélioré le fait de faire tourner des jeux Windows sur Linux, ce qui était évidemment un autre point très important. Avec l'arrivée de SteamOS, ils rajoutent le support justement officiel pour des PC fixes avec justement SteamOS, mais évidemment qu'avec des GPU pour le moment AMD. Et avec le fait de rajouter le support d'NVIDIA, la prochaine étape, ce sera le fait que n'importe quel PC gaming pourra juste avoir SteamOS de préinstallé et donc ne plus avoir besoin de Windows, ce qui est très très important. Parce que c'est vraiment le problème ici. Si vous achetez un PC maintenant, vous aurez forcément Windows dessus ou juste rien installé. Mais vous n'aurez pas l'option d'avoir Linux ou SteamOS. Et ça fait en sorte que la plupart des gens qui n'y connaissent rien vont continuer d'utiliser Windows. Si par contre, ils vont acheter un nouveau PC sur un intégrateur PC et qu'il y a SteamOS de préinstallé et que ça fonctionne très bien, ils vont rester sur SteamOS. Et ils vont être en mode « Oh, ça marche bien, je savais même pas que j'étais pas sur Windows. » Et là, la part évidemment d'utilisation de Linux va continuer d'augmenter sur PC. Et c'est selon moi quelque chose d'assez important. Donc ma foi, on verra bien quand le support d'NVIDIA arrivera. Ce n'est pas pour tout de suite, tenez-en compte. Mais comme je le vois personnellement, je suis sur Bazzite avec des drivers NVIDIA et ça marche plutôt bien. Donc je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça fonctionne très très bien justement sur SteamOS. Et maintenant c'est l'heure des deals de la semaine. Évidemment il y avait eu les Prime Days fin juin, mais j'ai pas vraiment couvert ça parce qu'il n'y avait pas de Texamer Show qui est sorti. Donc tenez en compte, il y a énormément de deals qui sont passés et qui sont maintenant finis. Mais on a quand même quelques deals selon moi assez intéressants. Et évidemment on commence toujours avec les écrans. Autant tout coûte beaucoup plus cher, on l'a vu, Apple et tout ça augmente de prix, mais les écrans sont de moins en moins chers. Ici, on a un écran de chez Lenovo en 24 pouces, Full HD, IPS, 144 Hz pour 79 euros. Donc un écran d'une marque reconnue pour vraiment pas cher. Et à côté de ça, nous avons aussi des marques un peu moins connues, mais qui sont toujours très bonnes. Vous avez Kourui, qui a ici un écran 24 pouces, 180 Hz, Fast IPS, QHD, donc 1440p pour 89 euros. 99. C'est juste abusé comme prix. C'est un écran littéralement qui, voilà des années, était considéré comme haut de gamme. Et maintenant, vous pouvez le trouver à 89 euros. Et d'ailleurs, en parlant d'écran haut de gamme, eux aussi sont en promotion. Vous avez ici un LG OLED. Donc, c'est un écran 27 pouces, 1440p, 240 Hz pour 374 euros. C'est littéralement un écran qui, là, même pas 2 ans, coûtait le double de ce prix-là. Donc oui, tout coûte beaucoup plus cher, sauf les écrans visiblement. Donc vous pouvez avoir un PC d'entrée de gamme, littéralement, mais à côté de ça, vous aurez un écran OLED avec, je suppose. Pour ceux qui veulent une meilleure solution de stockage ou faire leur propre cloud à la maison, pour pas payer d'abonnement en ligne, vous avez aussi un NAS ici de Ugreen, qui est le DH2300, donc c'est un NAS 2B, 4 Go de RAM, un processeur ARM qui est très efficace au niveau énergétique, donc ça c'est plutôt cool, ça va pas trop consommer, mais c'est toujours assez puissant, et ça vous permet d'avoir juste une meilleure solution de stockage directement chez vous, 184 euros, sans disque dur, mais même en rajoutant des disques durs, et même si les disques durs coûtent un peu plus cher en ce moment, vu la crise de RAM, encore une fois, ce sera toujours une bien meilleure solution, parce que tenez en compte, quand vous voyez le prix des abonnements de stockage en ligne, ça va très vite. Au bout d'1 ou 2 ans, votre NAS, il est rentabilisé. Et enfin, sur le site allemand d'Amazon, nous avons aussi un de mes casques préférés. J'ai acheté le XM4, le XM5 et maintenant même le XM6, qui est juste ici d'ailleurs. Et c'est évidemment le Sony WH-1000 XM5, qui est, bon, c'est pas le tout dernier, mais comme c'est pas le tout dernier, justement, il coûte moins cher. Et là, vous l'avez à 179 euros. C'est seulement un très bon prix pour un casque qui est clairement haut de gamme. Réduction de bruit excellente, qualité de son excellente, très bon confort, il n'est pas trop lourd et tout ça, et il dure très longtemps niveau batterie, et encore une fois, 179 euros. Si vous êtes en France, il faudra payer 5 euros de livraison, mais même à 5 euros de livraison, ça reste un excellent deal pour un tel casque. Et donc ça, c'est tout pour les deals de la semaine. Vous aurez des liens affiliés dans la description, et je rappelle évidemment que si vous utilisez un de ces liens, ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci d'avance. Ensuite, nous avons GTA 6 qui est sorti en précommande, et il y a pas mal de choses à dire là-dessus, notamment le fait qu'évidemment le jeu va coûter 80 euros pour l'édition standard et même 100 euros pour l'édition Ultimate. C'est en réalité un prix qui est pas si déconnant que ça, surtout quand on voit les jeux Nintendo Switch 2 qui coûtent basiquement le même prix. Vous avez aussi pas mal de jeux AAA qui se rapprochent de ce prix-là. Et donc pour un jeu tel que GTA 6, personnellement, je ne trouve pas ça si choquant. Surtout que quand GTA V était sorti en 2013, il était sorti pour 60 euros pour l'édition standard. Et si vous tenez compte de l'inflation, 60 euros en 2013, ça correspond à 80 euros plus ou moins en 2026. Donc en réalité, ça a suivi l'inflation. Évidemment, après derrière,
À voir si les gens ont toujours le même pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, 80 € semble raisonnable, je dis bien entre grandes guillemets, pour le prix. Maintenant, le gros problème, et c'est selon moi vraiment le problème ici, c'est que premièrement, il n'y a pas d'édition disque. C'est du pur digital. Si vous achetez la version boîte, vous allez avoir juste, basiquement, une boîte vide, il n'y aura pas de disque, avec un code. Je voulais trouver une image, mais il n'y a pas d'image illustrative ici, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez juste une boîte vide avec le code à l'intérieur. Donc ça, c'est évidemment problématique pour les personnes qui aiment bien revendre leur jeu ou juste le prêter à d'autres personnes. Vous ne pourrez tout simplement pas, parce que chaque version de GTA 6 sera basiquement associée à un compte. Donc impossible de revendre d'occasion et impossible de le prêter encore une fois. Autre problème, c'est que même si l'édition standard coûte 80 €, l'édition Ultimate coûte 100 € et certaines des fonctionnalités qui sont listées sur le site de Rockstar semblent être pas forcément des choses qu'on a normalement dans une version, on va dire, Ultimate. Bien souvent, c'est pur cosmétique. Vous avez des skins ou ce genre de choses. Mais là, il y a clairement des fonctionnalités qui semblent, ou en tout cas, selon ce que dit justement Rockstar, vous avez des fonctionnalités qui semblent être pas juste cosmétiques. Et littéralement, des vraies fonctionnalités qui sont pratiques, qui sont intéressantes dans le jeu, qui seraient verrouillées derrière l'édition Ultimate. Et ça, évidemment, les gens ne sont pas du tout contents. Ensuite, même si GTA 6 est disponible en précommande, apparemment, les ventes de consoles aux États-Unis sont très mauvaises. Donc, c'est des données de vente qui viennent de Circana aux États-Unis, pour ceux qui se demandent. Et pour le mois de mai 2026, ils ont enregistré le fait que PlayStation n'avait pas eu de si mauvais résultats depuis mai 2000, ce qui est abusé. Donc, c'est les pires résultats depuis basiquement 26 ans. Et pour Xbox, ce sont les pires résultats de leur histoire. Donc, ils n'ont jamais eu des aussi mauvaises ventes de consoles, en tout cas aux États-Unis, de toute leur histoire, ce qui est assez notable, je pense. Maintenant, évidemment, tenez compte que même s'ils vendent moins de consoles, ces consoles se vendent plus cher, donc des fois, ça peut compenser en partie, même si évidemment le gros de ce prix va aussi dans les constructeurs de RAM et de SSD qui voilà, se sucrent assez bien en ce moment. Et il faut aussi tenir compte que c'est pour le mois de mai. Avec l'arrivée de GTA 6 qui requiert d'avoir une nouvelle console, notamment une Xbox Series S, Series X ou une PlayStation 5 ou une PlayStation 5 Pro, beaucoup de personnes vont certainement se payer une console pour pouvoir justement jouer à GTA 6. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que les ventes de consoles rebondissent un petit peu vers la fin d'année, notamment même pour la période de Noël, vu que GTA 6 va sortir fin novembre. Mais clairement, il y a un problème. Si les ventes sont aussi basses, c'est que les consoles coûtent trop cher ou que les gens ne sont pas intéressés par l'offre actuelle. Et à côté de ça, vous avez Microsoft qui va augmenter justement le prix de leur Xbox. Donc la Xbox Series X notamment en version digitale, donc même pas avec le lecteur de disque, va passer à 749 $ aux États-Unis dès le mois d'août. La version avec un lecteur de disque sera à 799 $. C'est une augmentation pour les deux consoles de 150 $, ce qui est assez abusé. Et la version Series S, elle va augmenter à 499 $ pour la version 512 Go. C'est une augmentation de 100 $. Et même la version 1 Tera, elle sera à 599 $. C'est abusé. Le prix de la série S est maintenant au prix de la série X quand elle est sortie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est même aussi le prix d'une PlayStation 5 quand elle était sortie. Et il y a de fortes chances que cette augmentation de prix arrive également en Europe. Donc, basiquement, bonne chance pour acheter une console. Mais Microsoft ne sont pas les seuls qui vont augmenter de prix parce que Apple a augmenté leur prix à partir de maintenant. Si vous allez sur le site d'Apple, vous pourrez voir que tout est basiquement plus cher. Et notamment, et c'est très important, le MacBook Neo. Il est passé maintenant aux États-Unis à 699 $ et pour information, en Europe, ça correspond à un prix de 799 €. Et donc, c'est une augmentation de 100 € parce qu'il était sorti à 699 €. Ça fait assez mal, on va être très honnête, surtout que quand le MacBook Neo est sorti, même s'il n'avait pas des specs incroyables, c'était un peu une bonne nouvelle parce que tout le monde augmentait de prix, mais à côté de ça, Apple sortait un MacBook pour moins cher et à un prix qui était, selon moi, assez abordable. Et là, maintenant, tout est en train d'augmenter en prix. Vous avez aussi les HomePod mini qui vont augmenter, l'Apple TV voilà, qui va augmenter, les iPad Air aussi qui augmentent, et c'est une sacrée augmentation. Ils passent de 599 $ aux États-Unis à 749 $. L'iPad Pro aussi augmente, le MacBook Neo, comme j'ai dit, le MacBook Air augmente de 200 $ aux États-Unis, encore une fois assez abusé. Le MacBook Pro aussi va augmenter de 300 $ ici. L'iMac augmente également 200 $. Les Mac Studio en M4 et M3 Ultra vont aussi augmenter. Donc, oui, tout augmente. Même la version Mac Studio M3 Ultra augmente de 3 999 $ à 5 299 $. C'est
abusé. Et évidemment, ces augmentations de prix sont également en Europe. J'ai pu aller les voir sur le site d'Apple, vous pouvez aller voir aussi. Tout a basiquement augmenté. Et pourquoi cette augmentation de prix? Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. C'est évidemment dû au fait qu'on a encore la crise de la RAM. La RAM coûte extrêmement cher. Les puces pour SSD aussi coûtent extrêmement cher. Apple avait certainement accumulé énormément de stock, ce qui fait qu'ils n'avaient pas augmenté leur prix. Bon, évidemment, le truc, c'est que Apple était beaucoup plus cher que la plupart des gens, surtout pour les upgrades de SSD ou autre chose. Bien souvent, il fallait rajouter des centaines d'euros pour juste avoir 512 Go de stockage en plus, ce qui était abusé. Mais évidemment, avec le fait qu'on avait la crise à RAM, mais les prix d'Apple n'étaient pas si déconnants là, avant l'augmentation. Maintenant qu'ils ont certainement écoulé leur stock, Apple reste Apple et Apple aime bien faire des énormes marges et donc ils ont dû augmenter leur prix. Et c'est ça qu'on se retrouve avec une telle augmentation de prix. Ils sont basiquement repassés à leur marge habituelle, qui est évidemment abusée. Mais évidemment, c'est une très mauvaise news, notamment sur le MacBook Neo qui était assez abordable et maintenant il va coûter beaucoup plus cher. Et tous les autres appareils aussi Apple vont coûter beaucoup plus cher. Et maintenant, pour ceux qui se demandent justement quand est-ce que la crise de RAM va se terminer, quand est-ce que les prix vont commencer à diminuer, eh bien, on ne le sait pas vraiment. Si vous avez une boule de cristal et que vous pouvez me le dire, dites-le moi dans les commentaires. Mais en attendant, ça dépend énormément de si justement le marché de l'IA continue d'exploser, continue de monter, continue d'avoir énormément d'investissements ou si justement la bulle de l'IA explose. Tout ce qu'on sait toutefois, et on peut se baser là-dessus, c'est le fait que Micron, qui est évidemment l'un des 3 grands fabricants de RAM et aussi de puces SSD, tout ça, a signé, pour information, jusqu'à 5 ans de contrat à l'avance. C'est-à-dire que selon la demande actuelle, ils ont des contrats signés pour 5 ans. Ce qui veut dire que les prix actuels sont basiquement validés pour les 5 prochaines années, ce qui est abusé. Alors, ces contrats ne sont pas définitifs, il faut en tenir compte. Si la bulle de l'IA explose, beaucoup des personnes certainement qui ont signé des contrats vont être en mode hey, finalement, on n'a plus besoin de cette RAM ou on ne veut plus de cette RAM à ce prix-là. Donc, mais une chose est sûre, même si la bulle de l'IA explose ou même si la situation s'améliore graduellement, on ne va jamais retourner à un prix de la RAM qu'on avait avant justement cette crise. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi tenir compte, c'est que le prix de la RAM en 2025, avant le début de la crise, même en 2024, était beaucoup plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Il y a eu plusieurs choses qui sont rentrées en compte qui ont fait que la RAM avait vraiment énormément baissé en prix. Et les constructeurs de RAM, évidemment, auraient préféré que le prix soit un petit peu plus élevé. Avec l'arrivée de l'IA, ils ont pu justifier le fait d'augmenter leur prix. Et maintenant qu'ils ont pu justifier d'augmenter leur prix, ça semble logique. Ils ne vont pas revenir à un monde où ils vendent leur RAM pour pas beaucoup et pas très cher. Ils vont vouloir justement coûter de la vente pour très cher. Après, il y a aussi le fait que nous avons évidemment des constructeurs de RAM chinois qui arrivent et qui ont même déjà des puces DDR5 qui sortent d'usine à l'heure actuelle. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. C'est une concurrence supplémentaire. C'est une concurrence aussi qui n'est pas en relation directe avec ces marques-là parce que tenez compte que Samsung, Micron et SK Hynix, qui sont les 3 grands constructeurs notamment basés à Taïwan et aussi en Corée du Sud. Ces 3 grands constructeurs ont été accusés par le passé de littéralement s'arranger pour fixer les prix. Donc c'est littéralement un cartel de la RAM. Donc s'ils ont évidemment un nouveau concurrent qui sort de nulle part, ce concurrent pourrait être en mode hey, non, on veut pas faire comme vous. On veut pas fixer les prix à ce prix-là. On veut justement prendre plus de parts de marché et donc on va casser les prix. C'est tout à fait possible. Mais bien évidemment, tant que le marché des IA est aussi populaire, tant que vous avez autant de data centers qui sont construits, oui, le prix ne diminuera pas. Ensuite, on a la MSI Clo 8 EX AI Plus qui a été testée. C'est évidemment la nouvelle MSI Clo qui a un nom beaucoup trop long, mais surtout qui utilise la nouvelle puce G3 Extreme de Intel. Et donc, on a eu enfin des tests indépendants parce que jusqu'à maintenant, on avait les chiffres de Intel, ce qui était, voilà, hein, c'est les chiffres d'Intel. Mais maintenant, nous avons des personnes qui ont pu vraiment les tester. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que oui, cette puce G3 Extreme est la meilleure puce que vous pouvez acheter à l'heure actuelle dans une console mobile. Elle est même meilleure que la puce AI Max 395, mais tenez en compte, dans une console mobile. La puce AI Max Plus 395 est meilleure si vous la mettez dans un PC ou si vous la mettez dans un mini PC ou autre chose. C'est juste que dans une console mobile, elle est restreinte au niveau TDP, bien souvent maximum, grand maximum 55 watts. Et c'est là justement que cette puce Intel reste meilleure parce que elle est juste plus efficace au niveau énergétique. Donc, oui, si vous voulez acheter une console mobile en 2026, si vous voulez le maximum de performance, une console avec une puce G3 Extreme serait certainement votre meilleur choix. Sauf si vous voulez la passer sur Linux. Parce qu'évidemment, le support d'Intel sur Linux est un
peu bancal, tenez-en compte. Ah, et aussi, dernier petit problème, c'est le prix. 1699 $ aux États-Unis, c'est basiquement aussi 1500, j'ai vu 1599 € en Europe. Donc la console coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher évidemment que des consoles qui utiliseraient juste même des puces Z2 extrêmes, notamment vous avez toujours la ROG Xbox Ally X qui est à pratiquement 800 €, 899 € plutôt. Et du coup, même si elle est moins performante, c'est pratiquement la moitié du prix. Donc voilà, je pense que le choix est vite fait. Et vous pouvez aussi toujours acheter, notamment la ROG Ally originale d'occasion. Moi, je l'avais acheté sur eBay. Elle a un peu augmenté en prix, mais elle est toujours pas trop chère. Et la puce Z1 Extreme se débrouille toujours très très bien, selon moi. On a toutefois une autre console qui est sortie avec la puce G3 Extreme, et c'est celle de One X Player, avec la One X Player 3. Et vous pouvez voir qu'ils ont un modèle qui est moins cher que celui des Messi. À 1399 $, c'est toujours très cher. Mais vous avez une option un petit peu moins chère, qui a 24 Go de RAM, 512 Go de stockage. Et c'est justement dû à ça qu'elle est moins chère, parce que la MSI Clo, pour information, a 32 Go de stock, 32 Go de RAM plutôt, et 1 Tera de stockage par défaut. Et c'est ça qu'elle coûte plus cher. Et d'ailleurs, la version du One X Player 3 avec autant de RAM et de stockage coûte le même prix que la MSI Clo. Donc c'est juste pour vous montrer. Mais si vous n'avez pas besoin d'autant de stockage, qui selon moi est totalement le cas avec une console mobile, pas besoin forcément d'autant de stockage, et surtout si vous n'avez pas besoin de 32 Go de RAM, ce qui est voilà, pas forcément nécessaire, vous pourriez vous fournir d'une puce G3 Extreme pour voilà, une petite réduction par rapport à la MSI Clo. En tenant compte aussi que le One X Player 3 est plus gros que la MSI Clo, notamment elle a un écran de 8,8 pouces qui est AMOLED, 144 Hz, donc meilleur même que l'écran qu'on a sur la MSI Clo, mais surtout plus gros, et du coup ça donne une console plus grosse. Et certaines personnes ne vont pas aimer ça parce que ce sera juste trop lourd. Aussi, la One X Player 3, on peut enlever les gâchettes sur les côtés. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Ça permet de la transformer littéralement en tablette. Donc si vous aimez ça, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, nous avons enfin AMD qui a sorti FSR 4.1 sur les RX 7000. Donc c'est officiel. Si vous mettez à jour vers la dernière version du driver Adrenaline de chez AMD sur votre RX 7000, vous aurez accès à FSR 4.1. Donc évidemment leur meilleur modèle d'upscaling qui était jusqu'à maintenant réservé au RX 9000 ou aux gens qui aimaient bien bidouiller évidemment. Évidemment cette version de FSR est de meilleure qualité que les anciennes versions qu'on avait, notamment FSR 3.1. Évidemment l'avantage de FSR 3.1 c'est qu'il est compatible avec un maximum de GPU, il est facile à faire tourner, mais derrière la qualité n'est pas la meilleure. Mais voilà, ça dépanne. FSR 4.1 derrière a une qualité qui est bien souvent jugé meilleur que la version 3 de DLSS, ce qui est quand même assez notable parce que DLSS 3.0 était plutôt bon, mais toujours un petit peu en retrait par rapport aux dernières versions de DLSS, tenez-en compte. Mais quoi qu'il arrive, une très bonne qualité, mais évidemment derrière, nous avons un coût en performance. Le coût en performance a été testé et il serait de plus ou moins 14% justement sur la RX 7900 XTX. Je pense que ça vaut la peine d'avoir un petit peu moins de performance, mais une qualité qui est juste bien meilleure niveau image. Et surtout, vu que la qualité d'image est meilleure, vous pouvez juste mettre un autre profil. Peut-être qu'avant, vous jouez avec FSR 3.1 en mode qualité, mais maintenant, vous pourrez vous mettre en FSR 4.1 en mode équilibré. Et derrière, vous aurez peut-être même une meilleure qualité d'image, certainement même une meilleure qualité d'image, surtout au niveau stabilité de mouvement, qui est une des forces de FSR 4.1 par rapport à FSR 3.1. Et derrière, vous aurez toujours un très bon gain de performance. Donc voilà, selon moi, ça vaut totalement la peine. Mais tenez compte évidemment que sur les plus petits GPU, RX 7000, le coût va être peut-être plus important. Ça va certainement les affecter davantage. La 7900 XTX est évidemment beaucoup plus puissante que les autres RX 7000, mais voilà, je pense selon moi encore une fois que ça vaut la peine. Ensuite, une petite news rapide, vous avez le Ryzen 7 5800X 3D 10 ans qui est sorti et il coûte la peau des fesses. Je sais même pas pourquoi il est sorti à ce prix-là. Vous pouvez le trouver à 379 €, comme vous pouvez voir ici sur Megacock, qui est pourtant un site recommandé comme pas cher. C'est basiquement le prix d'un 9800X 3D. Le seul avantage du 5800X 3D, c'est que il supporte la DDR4, je suppose, et que la DDR4 coûte moins cher. Mais ouais, voilà. Si vous êtes sur le marché pour un nouveau GPU, ou plutôt un nouveau PC, je l'éviterai. Il y a d'autres options qui sont bien meilleures. Ensuite, derrière, nous avons un petit peu des leaks sur Nova Lake, qui est évidemment la prochaine architecture de Intel, qui sera massive. Je vous rappelle, ils vont avoir des CPU avec plus de 50 cœurs, ce qui est abusé pour une plateforme grand consommateur. Et ce qui est aussi abusé, c'est que évidemment, alimenter 50 cœurs, ça va consommer.
Et apparemment, Intel Nova Lake, dans sa version full cœur, donc 52 cœurs au total, pourra justement supporter un mode de boost qui booste le CPU à 474 watts, ce qui est énorme. Alors, c'est un boost temporaire, tenez-en compte. Ce n'est pas un boost qui sera permanent, mais 474 watts, vous allez devoir sortir un très bon water cooling, clairement. Ou sinon, vous n'allez pas pouvoir refroidir ce processeur. Et ça veut dire aussi que les futures cartes mères en Z990, qui seront les meilleures, auront jusqu'à 3 connecteurs WIPIN sur la carte mère pour alimenter le CPU. Ce qui est abusé. Franchement abusé. Apparemment, le but avec la prochaine plateforme, c'est d'avoir juste plus de choix. Parce que le truc, c'est que pour un gamer, un processeur 52 cœurs, pas très utile. Donc il y a des gens qui vont regarder ça et dire oh, c'est abusé, Intel retourne à ses sources de juste avoir des CPU qui consomment énormément. Mais 474 watts en boost pour un processeur avec 52 cœurs, c'est pas si déconnant que ça en réalité. Et surtout, c'est pas un processeur que vous devriez acheter, encore une fois, pour jouer à des jeux vidéo. Ça va être un processeur clairement pour les gens qui ont besoin de beaucoup de puissance CPU, les gens qui créent du contenu, ce genre de choses, ou même juste pour la compilation, ce genre de choses. Donc, les gamers auront un CPU qui sera plus raisonnable, un CPU qui aura plus une vingtaine de cœurs, qui sera plutôt bon par rapport à l'offre AMD, surtout que je vous rappelle que pour les prochaines architectures AMD, ils vont passer à justement des processeurs qui ont des CCD de 12 cœurs, donc AMD va avoir le remplaçant du 9800 X3D, basiquement, aura 12 cœurs, plus un cache X3D. Et les plus gros CPU AMD auront 24 cœurs, justement. Donc, avoir un CPU qui a déjà une vingtaine de cœurs par rapport à AMD, qui aura une vingtaine de cœurs sur le ultra haut de gamme, je pense que c'est tout à fait... Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Et là, évidemment, la version 20 cœurs de Nova Lake ne consommera pas 470 watts. Ce sera beaucoup plus bas que ça. Et du coup, apparemment aussi l'information, c'est le fait que les cartes mères vont être beaucoup plus séparées cette fois-ci. Parce que c'est un peu comme AMD, si vous regardez, est-ce que vous avez besoin d'une carte mère en X870E? Non. Même le plus gros processeur d'AMD, vous pouvez le faire tourner sur une carte mère en B850 qui est un minimum bien conçu. Mais ici, apparemment, avec Nova Lake, si vous prenez justement la version 52 cœurs de Nova Lake, il vous faudra vraiment une carte mère en Z990. Vous ne pourrez pas vous en sortir avec une carte mère en B950, du coup, ce serait 960 plutôt. Vous devrez vraiment prendre la meilleure carte mère. Ce qui était en partie déjà le cas, mais pas entièrement. Vous pouviez vous en sortir des fois, mais là, non, vous en aurez vraiment besoin de cette carte mère. Donc, ils segmentent davantage justement le marché haut de gamme et le marché milieu de gamme. Après, encore une fois, tenez en compte, 52 cœurs pour le commun des mortels, pas forcément le plus utile. Ce 52 cœurs va coûter le même prix qu'un 9950 X3D, certainement, mais sera évidemment clairement beaucoup plus overkill. Et derrière, ça va juste pousser le marché vers le bas. Ça veut dire que le CPU qu'on va recommander pour un PC gamer, au lieu de coûter peut-être à l'heure actuelle 300 euros, va plutôt être aux environs de 200 euros avec toujours une très bonne quantité de cœur et tout ça, et une très bonne puissance derrière. Donc, selon moi, c'est une bonne nouvelle, mais clairement, sortez la climatisation si vous prenez un de ces processeurs 52 cœurs. Ensuite, on a un petit follow-up par rapport à une news qui était sortie il y a très longtemps. Si vous vous souvenez, il y avait eu une news comme quoi l'application NVIDIA et surtout l'overlay NVIDIA causait des problèmes de performance dans certains jeux. Ce problème avait été réglé, voilà très longtemps, mais récemment, vous avez une publication qui a justement retesté, revisité pour voir s'il y a toujours des problèmes de performance et quel est l'impact en performance de différents éléments de l'application NVIDIA. Ce qui est important à noter, c'est que si vous avez juste le driver, vous avez, voilà, comme vous pouvez voir, en moyenne 58 FPS avec une RTX 2060, qui est une carte graphique qui commence à dater maintenant. Donc, ils ont testé avec une carte graphique un peu plus ancienne, justement, pour voir l'impact. Quand vous avez l'application NVIDIA d'installer, mais fermée, toujours 58 FPS. L'application installée, ouverte, 58 FPS. L'overlay NVIDIA d'activer, toujours 58 FPS. Et si vous avez l'overlay d'NVIDIA avec les statistiques d'afficher, toujours 58 FPS. Donc, basiquement, il n'y a aucun impact si vous utilisez juste l'overlay classique. Si vous enregistrez par contre, ils ont fait un test ici, vous avez un mini impact en H264, tout à fait logique. Et là où vous avez vraiment un impact qui est mesurable, qui est notable, c'est quand vous utilisez des filtres. Donc notamment le RTX Dynamic Vibrance cause une petite diminution d'FPS. Si vous enregistrez aussi en AV1, forcément, ça semble logique. Et là, c'est avec une 5060 Ti, tenez en compte. Le filtre de luminosité, de contraste et de couleur coûte encore plus d'FPS. Et le filtre le plus lourd, c'était le Sharpen Plus. Mais la plupart des gens n'utilisent pas ces filtres. Et ça semble logique. Si vous utilisez un filtre, ça va forcément être plus lourd. Donc, basiquement, l'overlay NVIDIA, en tout cas, ne cause aucun problème de performance. Donc, pour ceux qui se demandaient,
Ben voilà la réponse à la question. Ensuite, une autre petite news d'update très rapide, c'est le fait que Acer et Asus ont recommencé à vendre des PC en Allemagne après évidemment le problème au niveau du brevet de Nokia sur le HEVC, qui est le H265. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, Nokia a des brevets sur le HEVC, donc le H265, ainsi que le H264. Et visiblement, Asus et Acer n'avaient pas respecté ce brevet. Peut-être qu'ils ne payaient pas la redevance à Nokia pour utiliser justement le brevet en fournissant des PC qui pouvaient utiliser justement le H265. Et donc Nokia avait réussi à faire bannir la vente de PC Acer et Asus en Allemagne, ce qui était assez massif. Ils ont trouvé un accord, on ne sait pas l'accord, c'est privé, mais ils ont trouvé un accord visiblement. Peut-être que Asus et Acer ont dit OK, on va vous payer. Et maintenant, la vente de ces PC a repris justement en Allemagne. Ça montre juste à quel point Nokia est tombé très très bas parce que Nokia, basiquement, maintenant, exploite juste leur brevet pour faire de l'argent. Après, tenez compte évidemment que le Nokia de 2026 n'est plus le Nokia de 20 ans, 30 ans. C'est clairement plus le même. Mais ça montre juste à quel point le H265 et le HEVC, qui est pourtant un très bon codec pour encoder des vidéos, on devrait passer à autre chose en fait. La V1 est juste meilleure sur tous les points. La V1 est juste une bien meilleure solution et il n'y a pas ce problème justement de brevet qui appartient à Nokia et qui va être en mode hey, on augmente les prix, payez-nous, ou sinon vous ne pouvez plus l'utiliser, vous ne pouvez plus vendre de PC qui supportent en tout cas l'H265. Donc ça, c'est quelque chose, oui, sur moi qu'on doit absolument faire. On doit passer à une meilleure solution et la V1, c'est clairement cette solution-là et juste rajouter le support dans un maximum d'appareils pour que dans le futur, ça va prendre du temps, mais dans le futur, on puisse pleinement passer à la V1 sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de vidéo à la demande parce que en plus la V1 est bien meilleure au niveau compression, c'est-à-dire que ça utilise moins votre connexion Internet ou que vous avez juste une meilleure qualité en utilisant la même connexion Internet. Et ça, c'est évidemment un gros point positif. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao. Et au passage, est-ce que ça a été ce Texama Show aussi? S'il y a des erreurs de montage, c'est de ma faute. Mais s'il y a des problèmes d'encodage, ça vient de Linux. Encore une fois, ce Texama Show a été enregistré entièrement sur Linux. Et donc, voilà, je ne l'ai pas encore édité, évidemment, quand je tourne ça. Donc, je ne sais pas si je vais avoir des problèmes. J'espère que non. Souhaitez-moi bonne chance. Mais en réalité, c'est le passé. Donc, si la vidéo est disponible, c'est que c'est déjà sorti. Donc, vous n'avez pas besoin de me souhaiter bonne chance parce que je sais que j'ai déjà réussi. Souhaitez bonne chance à moi du passé, je suppose. Si vous avez une machine à remonter dans le temps, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez une boule de cristal, je suis toujours curieux de savoir si la crise de RAM va se terminer bientôt.